Le claquement du bois contre le ponton a résonné exactement comme une gifle. C'est la seule façon dont je peux le décrire. Ce fut le moment où le poing de ma belle-fille s'est abattu sur la grande table en bois de la maison du lac d'Annecy et qu'elle m'a annoncé, devant 47 amis et membres de la famille réunis pour les 40 ans de mon fils, qu'elle avait déjà mis la propriété en vente auprès d'un agent immobilier, que je n'avais pas mon mot à dire, que les papiers avaient été réglés et que je devrais leur être reconnaissant car ils m'avaient trouvé une résidence très confortable à Nice, sur la Côte d'Azur. Là où le climat est doux et le personnel aux petits soins. Cette maison du lac, celle que le grand-père de ma femme avait bâtie en 1951, celle où elle avait appris à nager, où elle avait lu chaque livre qu'elle avait aimé, là où nous avions célébré sa mémoire il y a tout juste 3 ans, était vendue à un promoteur qui voulait tout raser pour construire des appartements de standing. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. J'ai simplement posé mon verre de jus de fruits et j'ai regardé la femme que mon fils avait épousée, puis j'ai dit très calmement qu'elle venait de commettre une grave erreur. Elle s'est moquée de moi. Je m'appelle Édouard Morel. La plupart des gens m'appellent Édouard. J'ai 64 ans. Et pendant 37 de ces années, j'ai conçu des bâtiments, pas le genre de structures en verre et en acier qui sortent de terre en 6 mois et tombent en ruine en 20 ans. J'ai conçu des édifices faits pour durer. Des tribunaux, des bibliothèques, des ailes d'hôpitaux, des bâtiments universitaires qui seront encore debout quand tous les protagonistes de cette histoire auront disparu depuis longtemps. J'étais doué pour cela. Plus que doué. Je comprenais que l'ossature d'une structure compte plus que la façade. Je comprenais que ce que l'on ne voit pas est souvent plus important que ce que l'on voit. Carole le comprenait aussi. Elle était architecte paysagiste. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence à Lyon en 1987, en débattant sur la possibilité de rendre beau un parking souterrain en centre-ville. Elle disait que oui. Je disais probablement pas. Mais j'étais prêt à me laisser convaincre. Elle a passé 36 ans à me prouver que la plupart des choses pouvaient devenir belles si l'on y accordait assez d'importance et si l'on savait où regarder. Elle est décédée d'un cancer du pancréas il y a 3 ans, en avril dernier. Elle s'est éteinte dans la chambre à l'étage de cette maison de famille où elle avait grandi. La fenêtre était ouverte pour qu'elle puisse entendre le clapotis de l'eau. Elle m'avait demandé de garder la maison. Elle m'avait fait promettre. J'ai tenu cette promesse chaque jour jusqu'au soir où ma belle-fille a annoncé qu'elle l'avait déjà rompue en mon nom. Mon fils se tenait près du barbecue quand c'est arrivé. Il a 40 ans maintenant, il est grand comme moi. Il a les yeux de Carole, mais comme je le craignais depuis longtemps, il n'a le caractère d'aucun de nous deux. Il était marié à Justine depuis 6 ans. En 6 ans, elle avait systématiquement remplacé chaque habitude, chaque préférence et chaque opinion que mon fils possédait autrefois par les siennes. Il ne m'appelait plus le dimanche. Il ne venait plus au lac pour les fêtes de fin d'année. Il ne allait plus à la pêche, ce qu'il adorait pourtant depuis ses 7 ans. Il avait échangé tout cela contre un appartement de luxe à Paris, une garde-robe qui coûtait plus cher que ma première voiture et une femme qui parlait de la maison du lac comme d'un passif encombrant dans une conversation que j'avais surprise par accident 6 mois auparavant. J'avais gardé cela dans un coin de ma tête. Je m'étais dit que j'exagérais. Ma belle-fille parlait encore quand je me suis levé. Elle expliquait haut et fort, avec entrain, jouant la comédie devant l'assemblée, qu'ils avaient trouvé une communauté merveilleuse pour moi dans le sud, que le soleil serait bénéfique pour mes articulations, que je me ferais des amis et que Carole aurait voulu que je sois heureux. Elle utilisait le prénom de Carole comme une clé, comme si elle savait ce que Carole aurait voulu, comme si elle avait acquis le droit de parler au nom d'une femme qu'elle n'avait rencontrée que 4 fois avant les funérailles et 2 fois après. J'ai regardé mon fils Thomas. Il était toujours au barbecue. Il ne me regardait pas. Il retournait une viande qui n'avait pas besoin d'être retournée. Il fixait la grille avec l'attention concentrée d'un homme qui fait semblant d'être ailleurs. Je me suis rassis. J'ai repris mon verre. J'ai regardé le lac sous le soleil de fin d'après-midi qui transformait la surface de l'eau en cuivre et en or, et le vieux saule sur la rive et que Carole avait planté à partir d'une bouture quand elle avait 19 ans. Puis j'ai dit, assez fort pour que tout le monde entende, que la maison du lac n'était pas à vendre, qu'aucun agent immobilier n'avait l'autorité légale pour la mettre sur le marché et que quiconque prétendait le contraire mentait. Le sourire de ma belle-fille n'a pas vacillé. Elle a fouillé dans son grand sac en toile posé à côté de sa chaise et en a sorti une enveloppe en craft. Elle l'a fait glisser sur la table vers moi avec l'élégance confiante de quelqu'un qui a répété ce moment plusieurs fois. J'ai regardé l'enveloppe. Je ne l'ai pas ouverte.
Je savais déjà ce qu'il y avait à l'intérieur car le numéro de compte sur la confirmation de transfert de courtage était apparu sur mon tableau de bord bancaire il y a 2 semaines comme une anomalie que je n'avais pas encore eu le temps d'examiner. Je m'étais dit que ce n'était probablement rien. Je m'étais persuadé que tout n'était rien depuis 6 ans. J'ai repoussé l'enveloppe de l'autre côté de la table sans la toucher et je lui ai dit que le document à l'intérieur lui serait expliqué en détail très bientôt par quelqu'un possédant un diplôme en droit. La fête ne s'est pas remise de ce moment. Les invités, les voisins, les anciens collègues, les amis survivants de Carole de l'association horticole se sont tus, de cette façon dont les gens se taisent lorsqu'ils réalisent que l'événement qu'ils sont venus célébrer s'est transformé en toute autre chose. Ma belle-fille s'est lancée dans une explication sur ma confusion, mon âge, mon deuil et ma difficulté à m'adapter à l'absence de Carole. Mon fils ne s'est toujours pas retourné. La viande brûlait. Je me suis excusé, je suis entré dans la cuisine et j'ai composé un numéro que je gardais dans mon téléphone depuis 3 ans sans jamais avoir voulu l'utiliser. Avant de vous dire qui a répondu à cet appel et ce qu'elle a dit, je veux vous parler du lendemain des funérailles de Carole. Car sans ce jour-là, rien de ce qui a suivi n'aurait été possible. Il y a 3 ans, 48 heures après avoir enterré ma femme, je me suis assis dans le bureau d'une avocate nommée Marguerite Lefebvre. C'est une femme de 61 ans, de petite taille avec des cheveux gris coupés courts et la manière calme et précise de quelqu'un qui a passé des décennies à voir des gens prendre des décisions catastrophiques durant des moments de vulnérabilité émotionnelle. Elle avait d'abord été l'avocate de Carole. Carole l'avait sollicitée pour structurer l'héritage de la propriété du lac, qui était dans sa famille depuis 70 ans, et elle était devenue la mienne dans les mois qui suivirent. Marguerite s'était assise face à moi dans son bureau et avait dit sans préambule que le chagrin rend les gens généreux d'une manière qu'ils le regretteront plus tard, et que les personnes qui aiment quelqu'un en deuil exploitent parfois cette générosité, non par méchanceté, mais par une certitude très humaine qu'il mérite ce qu'il demande. Elle avait rédigé ce qu'elle appelait une clause de préservation générationnelle pour la fiducie de la Maison du Lac. Ce n'était pas compliqué. Cela stipulait simplement que la propriété ne pouvait être listée, vendue, hypothéquée ou transférée sans le consentement écrit du fondateur de la fiducie, qui était moi, et du fiduciaire indépendant, qui était Marguerite elle-même. Toute tentative de le faire sans les 2 signatures n'était pas seulement nulle et non avenue. Elle déclenchait un audit automatique de tous les instruments financiers liés à la propriété et accordait au fiduciaire une autorité d'injonction d'urgence pour interrompre la transaction et récupérer des dommages et intérêts. Nous l'appelions l'encre. Marguerite disait espérer que je n'en aurais jamais besoin. J'avais signé le document dans son bureau un mardi matin, alors que le monde extérieur était ordinaire et indifférent au poids de ce que je mettais sur papier. Maintenant, debout dans la cuisine de Carole avec les sons de la fête d'anniversaire de mon fils filtrant à travers la porte, j'ai raconté à Marguerite ce qui s'était passé. Elle est restée silencieuse un instant puis elle a dit 2 mots que je ne l'avais pas entendu prononcer en 3 ans de connaissance. Elle a dit « Je suis prête ». Elle m'a demandé de rester à l'intérieur. Elle m'a dit d'être polie, de rester calme et de ne pas discuter des documents de mise en vente. Elle a dit qu'elle avait besoin de 45 minutes. J'ai regardé l'horloge au mur de la cuisine, celle que Carole avait achetée dans une brocante en Haute-Savoie avec l'aiguille des minutes légèrement tordue, et j'ai dit d'accord. Je suis retourné dehors. J'ai rejoint la fête comme si de rien n'était. J'ai discuté avec les vieux amis de Carole du Saule et de la façon dont le niveau de l'eau avait baissé lors de cet été sec. J'ai mangé une part de gâteau d'anniversaire. Ma belle-fille m'observait de l'autre côté du jardin avec l'expression d'une personne certaine d'avoir gagné et qui attend simplement que l'autre camp le reconnaisse. Mon fils a fini par venir s'asseoir à côté de moi sur le vieux banc en bois au bord du ponton et nous avons regardé l'eau pendant quelques minutes sans parler. Il a dit qu'il était désolé de la manière dont cela avait été annoncé. Il a dit que le moment était mal choisi. Il a dit que c'était une décision difficile, mais qu'ils en avaient beaucoup discuté et qu'ils pensaient vraiment que c'était la bonne chose à faire. Il a dit que l'entretien de la propriété était lourd et que le sud me ferait du bien, que la résidence qu'ils avaient trouvée offrait beaucoup de services et que je ne me sentirais pas isolé. Je lui ai demandé s'il avait lu les documents de la fiducie. Il a répondu que l'avocat qu'ils avaient consulté avait tout vérifié. Je lui ai demandé de quel avocat il s'agissait. Il a cité un cabinet de Paris que je ne connaissais pas. Il m'a regardé à ce moment-là et pendant un bref instant, j'ai vu quelque chose passer sur son visage. Pas tout à fait de la culpabilité, mais l'ombre de celle-ci, l'ébauche d'un sentiment pas encore totalement formé. Il ressemblait à un homme qui avait appris par cœur les réponses à un examen et qui n'était plus sûr que c'étaient les bonnes.
Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Marguerite. Je suis en route, j'amène 2 collaborateurs et les documents de l'encre. J'apporte aussi les résultats de l'audit de la société de titres. Vous devriez voir ce que j'ai trouvé. J'ai lu le message 2 fois. Puis j'ai demandé à mon fils très calmement si sa femme lui avait mentionné quoi que ce soit à propos d'une ligne de crédit hypothécaire qu'ils auraient apparemment contractée sur la maison du lac il y a 18 mois. Il s'est arrêté. Il a cligné des yeux. L'ombre sur son visage s'est muée en quelque chose de plus dur à nommer. Je lui ai dit que l'audit que Marguerite avait lancé, elle en faisait un chaque année dans le cadre de la gestion de la fiducie, un détail que je n'avais jamais mentionné car cela n'avait jamais semblé pertinent. Avait signalé un acte déposé au registre foncier au nom de sa femme utilisant une propriété qui ne lui appartenait pas comme garantie pour une ligne de crédit de 250 000 €. Je lui ai dit que la signature sur le document semblait être la mienne. Ce n'était pas la mienne. J'avais rien signé concernant cette propriété depuis 3 ans, sauf le document de l'encre dans le bureau de Marguerite. Le visage de mon fils est passé par plusieurs états très rapidement. Le premier fut la confusion. Le second fut un regard que j'avais déjà vu. Le regard d'un homme essayant de construire une explication innocente pour quelque chose qui n'en a pas. Le troisième fut une sorte de silence intérieur. Ce calme qui précède l'effondrement de quelque chose de grand. Il a prononcé le nom de sa femme, Justine, et cela a sonné comme une question. Je lui ai dit qu'il devrait probablement attendre l'arrivée de l'avocate pour avoir cette conversation. La voiture de Marguerite s'est engagée dans l'allée de gravier précisément à la 45e minute. Elle conduit une berline gris foncé qui est toujours un peu poussiéreuse à cause des routes non goudronnées autour de son bureau. Et elle n'était pas seule. 2 collaborateurs sont sortis de la voiture après elle, portant tous 2 des mallettes de documents. Ils se déplaçaient avec l'efficacité tranquille des gens qui font cela régulièrement et n'y voient aucun drame. Ma belle-fille les a vus depuis l'autre côté du jardin. J'ai vu l'assurance quitter son visage comme l'eau s'écoule d'un tonneau percé. Elle a traversé la pelouse rapidement, interceptant Marguerite avant qu'elle n'atteigne le ponton. Elle a utilisé le mot violation de propriété privée. Elle a dit que c'était une fête privée sur une propriété privée et que Marguerite n'avait aucune autorité pour être là. Marguerite l'a regardée avec l'expression d'une femme qui a entendu des choses bien plus effrayantes de la part de personnes bien plus redoutables et a ouvert sa mallette. Elle a tendu un document à ma belle-fille. Elle a expliqué, sur le ton patient de quelqu'un lisant une histoire de soir à un enfant qui ne comprend pas encore tout à fait la langue, que la propriété sur laquelle il se tenait était détenue par une fiducie irrévocable dont elle était l'administrateur indépendant. Elle a ajouté que la fiducie contenait une clause de préservation générationnelle qui avait été déclenchée il y a 27 jours lorsqu'un accord de mise en vente non autorisé avait été déposé auprès d'une agence immobilière à Paris et qu'en conséquence, elle avait exercé son autorité selon l'article 4B de l'acte de fiducie pour initier une injonction d'urgence bloquant la vente. Elle a ordonné le retrait de l'annonce, notifié l'agence de l'irrégularité du dépôt et commandé un audit de titre indépendant. Elle a marqué une pause. Elle a regardé ma belle-fille par-dessus le document. Elle a dit que l'audit du titre avait été très intéressant. Ma belle-fille a marmonné quelque chose sur les avocats qui travaillent pour des vieillards n'ayant rien d'autre à faire. Sa voix avait changé. Le ton confiant et enjoué qu'elle avait utilisé à table avait disparu. Ce qu'il y avait en dessous était plus tranchant et plus effrayé. Marguerite n'a pas répondu à cela. Elle s'est tournée vers l'un de ses collaborateurs qui a ouvert une seconde mallette et en a sorti un document relié d'environ 5 cm d'épaisseur. Marguerite l'a pris et l'a posé sur la table en bois à l'endroit même où ma belle-fille avait posé l'enveloppe Kraft 1 heure plus tôt. Elle a déclaré que l'audit avait révélé non pas un, mais 3 instruments distincts déposés contre la propriété utilisant une copie notariée de ma signature que je n'avais pas fournie. Une ligne de crédit hypothécaire de 250 000 €. Un second privilège utilisé comme garantie pour un prêt commercial contracté au nom d'une société à responsabilité limitée enregistrée au Luxembourg appelée Groupe Immobilier Valmont et un document de transfert de titre qui avait été déposé mais pas encore enregistré. Transférant une part indivise de la propriété au Groupe Immobilier Valmont. Elle a expliqué que le Groupe Immobilier Valmont n'avait qu'un seul membre enregistré. Elle a regardé ma belle-fille. Elle a prononcé son nom. J'ai regardé Justine regarder mon fils. Mon fils n'avait pas bougé du banc à côté de moi. Il est resté immobile, les mains à plat sur les genoux, fixant le document sur la table comme si c'était un être vivant capable de bouger. Certains invités avaient commencé à ramasser discrètement leurs affaires.
D'autres ne bougeaient plus, captivés par le magnétisme terrible d'un moment qu'il raconterait à d'autres pendant des années. Ma belle-fille a bougé. Le calcul que j'ai vu traverser son visage n'était pas subtil. Elle s'était entraînée à être beaucoup de choses, charmante, persuasive, stratégiquement vulnérable, mais elle ne s'était pas préparée à cette situation précise, celle d'être coincée dans une pièce avec les véritables documents officiels. Elle a dit qu'elle avait été conseillée par leur avocat, que la fiducie était modifiable et que ma signature avait été obtenue correctement. Elle a prononcé le mot correctement de la façon dont on dit des mots quand on n'est plus sûr de ce qu'ils signifient. Elle a affirmé que je ne gérais pas la propriété de manière responsable et qu'elle et mon fils agissaient dans l'intérêt de la famille. Marguerite a répondu que c'était une théorie juridique très intéressante et qu'elle avait hâte de l'entendre expliquer devant un juge. Elle a ajouté que la question de la signature falsifiée serait probablement traitée par le procureur de la République plutôt que par un tribunal civil, mais que son bureau était prêt à assister tout processus qui irait le plus vite. Ma belle-fille a dit qu'elle appelait leur avocat. Marguerite a dit que c'était une excellente idée et a fait un geste vers le bout du ponton où la réception téléphonique était bonne. Elle l'a appelé. Elle a marché jusqu'au bout du quai et s'est tenue dos à la fête. Elle parlait d'une voix trop basse pour être entendue. J'ai vu ses épaules se crisper. Je l'ai vu se retourner une fois pour regarder le document sur la table. Je l'ai vu se retourner vers l'eau. L'appel a duré 4 minutes. Quand elle est revenue, elle n'a pas regardé Marguerite. Elle a regardé mon fils. Ce qu'elle lui a dit, je ne le répéterai pas en entier car une partie est encore examinée par les avocats et une autre n'est simplement pas quelque chose que je souhaite transmettre. La version courte est celle-ci. Elle croyait que la propriété leur appartenait par droit d'inéluctabilité. Elle pensait que la relation de mon fils avec moi lui donnait accès à des actifs qu'elle avait décidé de mériter. Elle croyait que le deuil rend les gens malléables et que les hommes âgés sans enfants à la maison finissent par devenir les instruments financiers de leurs enfants, que cela soit admis ou non. Elle a dit haut et fort que mon fils était au courant pour la ligne de crédit, qu'il avait signé les papiers de son plein gré, que l'argent avait payé des choses dont ils profitaient tous les deux, qu'il n'était pas une partie innocente et qu'elle ne serait pas la seule à affronter ce problème. Mon fils était devenu de la couleur de la vieille craie. Il s'est levé du banc. Il a dit son nom. Elle a répliqué quelque chose. Il l'a répété différemment. Elle a dit qu'elle en avait fini avec cette famille, ses propriétés héritées et ses maisons de femmes mortes. Elle a quitté le ponton, a traversé la pelouse, est entrée dans la maison et la porte a claqué derrière elle. Les invités restants sont partis très peu de temps après. Marguerite est venue s'asseoir à côté de moi sur le banc où mon fils se trouvait. Elle a posé sa mallette. Elle a regardé le saule sur la rivet. Elle n'a rien dit pendant un moment, ce qui était l'une des choses que j'avais toujours le plus apprécié chez elle. Puis elle a dit que le signalement pénal serait déposé lundi. Elle a dit que l'injonction sur la propriété était solide. Elle a ajouté que la SARL Valmont serait dissoute par les tribunaux sous 90 jours. Elle m'a conseillé de changer les serrures de la maison dès ce soir et de documenter l'état de chaque pièce avant que quiconque n'ait l'occasion d'emporter quoi que ce soit. Je l'ai interrogée sur mon fils. Elle a dit que cela dépendrait de son degré de coopération et de la part de la trace financière qui était à son nom par rapport au sien. Elle a précisé que ce n'était pas nécessairement aussi net que ce que sa femme avait suggéré. Je lui ai dit que je comprenais. Elle est partie. Ses collaborateurs l'ont suivie. Les mallettes de documents ont retrouvé la voiture, le travail accompli avec l'efficacité tranquille avec laquelle il avait commencé. Je suis resté seul sur le ponton pendant longtemps. Le soleil a fini de se coucher. Le lac est passé du cuivre au gris puis au bleu profond. Ce bleu particulier qu'il prend lors des nuits d'été claires. Un bleu qui n'a de nom sur aucun nuancier que j'ai jamais consulté. Un bleu qui n'appartient qu'à cette eau à cette heure-là. Mon fils est venu me retrouver vers 21h. Il avait l'air d'un homme qui s'était assis avec un poids très lourd et qui ne savait pas comment le poser. Il s'est raclé la gorge. Il s'est assis sur le ponton à côté de moi, les pieds ballants au-dessus de l'eau comme il le faisait quand il était enfant, et il n'a rien dit pendant un long moment. Quand il a parlé, il n'a pas cherché d'excuses. Je ne m'y attendais pas et j'avais raison. Il a expliqué les choses de la manière plate et prudente de quelqu'un qui a abandonné le récit pour essayer seulement d'être précis. Il a admis qu'il savait pour la ligne de crédit. Il a dit qu'il s'était persuadé que c'était techniquement légal parce que l'avocat qu'ils avaient engagé avait suggéré que le langage de la fiducie était ambigu et que sa position de fils lui donnait une autorité implicite sur la propriété.
Il a avoué qu'il s'était laissé convaincre parce qu'il voulait y croire. Il a dit que c'était un choix et qu'il savait que c'en était un. Je lui ai demandé s'il était au courant pour les signatures falsifiées. Il est resté silencieux un instant, d'un silence honnête, pas calculateur. Il a dit non. Il a dit qu'il avait signé des documents qu'il n'avait pas lus assez attentivement parce qu'elle lui avait dit que c'était des documents de transfert standard, qu'il lui avait fait confiance et que faire confiance au lieu de vérifier était aussi un choix et qu'il le savait aussi. Je lui ai posé une question que je portais en moi toute la soirée. Je lui ai demandé s'il avait fait partie du plan pour m'envoyer à Nice. Il a dit oui. Il a dit qu'il s'était dit que c'était véritablement pour mon bien. Je lui ai répondu que c'était peut-être partiellement vrai mais que cela n'en faisait pas moins un plan pour m'écarter de la propriété qu'il voulait vendre. Il a dit qu'il le savait. Nous sommes restés sans parler pendant un moment. L'eau faisait les petits bruits que l'eau fait la nuit. Je lui ai dit que je n'étais pas prêt à discuter de l'avenir de notre relation ce soir et que je ne savais pas combien de temps il me faudrait pour être prêt pour cette conversation. Je lui ai dit que je ne le haïssais pas. Je lui ai dit que ce qu'il avait fait n'était pas impardonnable au sens où les gens utilisent ce mot quand tout est fini, mais que cela nécessiterait plus qu'une excuse et que j'aurais besoin de temps et qu'il devrait prouver les choses plutôt que de les décrire. Il a dit qu'il comprenait. Il a dit qu'il était désolé. Il l'a dit de la façon dont on dit quelque chose quand on le pense vraiment. Et non, ce n'est pas suffisant. Il est parti cette nuit-là. Je ne sais pas où il est allé. Je n'ai pas demandé. J'ai dormi dans la chambre à l'étage avec la fenêtre ouverte. J'ai changé les serrures au matin. Dans les semaines qui ont suivi, le bureau de Marguerite a travaillé avec efficacité et discrétion. Le signalement pour faux en écriture a suivi son cours auprès du procureur avec l'élan que prennent les dossiers bien documentés. Il a été découvert que la SARL Valmont avait servi à dissimuler environ 340 000 € de transactions sur une période de 18 mois. La majeure partie transitant par des comptes que ma belle-fille avait ouverts en utilisant la Maison du Lac comme actif déclaré. L'agence immobilière, lorsqu'elle a reçu l'audit de titres et les documents d'injonction, a coopéré immédiatement et a résilié le contrat de vente. Ils ont également, m'a informé Marguerite, déposé leur propre plainte concernant les déclarations frauduleuses faites lors de la signature du mandat. Ma belle-fille a engagé un avocat. L'avocat a envoyé plusieurs lettres fermement formulées. Marguerite a répondu à chacune avec le calme mesuré d'une femme qui conserve chaque document et ne perd pas le sommeil. Le processus a été lent, administratif et presque totalement dénué de drame, ce qui est la façon dont les conséquences juridiques sérieuses fonctionnent habituellement. Rien à voir avec les films, juste du papier, du temps et la reconnaissance graduelle que l'histoire que vous vous racontiez ne correspond pas aux faits. Mon fils a coopéré à l'enquête. C'était significatif et ce n'était pas rien. Marguerite a dit que cela compterait probablement lorsque les décisions seraient prises sur les charges à retenir et contre qui. Je n'ai pas influencé ce processus. Je l'ai laissé suivre son cours. J'ai passé l'été à la Maison du Lac. J'ai repeint le ponton. J'ai débroussaillé la rive et qui envahissait le saule de Carole depuis 2 ans. J'ai trouvé ses journaux de jardinage dans le débarras, 12 carnets remontant à 1989, remplis de son écriture, d'échantillons de plantes pressées et de petites observations sur la lumière, le sol et la sensation particulière de certains après-midi. Je me suis assis sur le ponton et je les ai lus dans l'ordre. Du premier été où elle m'a emmené ici jusqu'au dernier été où elle a été assez bien pour sortir. J'ai appelé un avocat spécialisé en fondation en septembre. Le processus a pris 3 mois et a nécessité plus de paperasse que je ne l'avais imaginé. Mais en décembre, la bourse Carole Morel pour le design environnemental a été officiellement enregistrée comme organisation à but non lucratif. Son but était de financer des étudiants de master en architecture de paysage et en design environnemental, des étudiants issus de milieux modestes qui avaient le talent et la volonté, mais pas l'argent. La dotation provenait d'actifs que j'avais restructurés après l'injonction, des actifs qui avaient été destinés à un autre but et qui en avaient maintenant un meilleur. Marguerite est venue à la Maison du Lac en janvier pour un déjeuner de travail afin de revoir les documents de gouvernance de la fondation. Elle s'est assise à la table de la cuisine où j'étais assis l'après-midi où tout avait commencé, elle a mangé la soupe que j'avais préparée, a parcouru les papiers et a dit que la structure était solide. Elle m'a demandé comment j'allais. Je lui ai répondu que c'était une question plus compliquée qu'avant. Elle a dit que c'était probablement bon signe car les réponses simples à cette question signifient généralement que l'on évite quelque chose. Je lui ai dit que j'avais parlé à mon fils 2 fois. Une fois en octobre pendant environ 20 minutes,
surtout pour de la logistique. Une fois en novembre, plus longuement, plus durement, plus près de ce que la conversation devait réellement être. Nous n'étions arrivés à rien de définitif. Je n'étais pas certain que nous y parviendrions. Il vivait dans une autre ville maintenant, travaillant pour un cabinet qui n'avait aucun lien avec tout ce que j'avais construit, ce qui était sans doute sain. Nous nous parlions sans les vieux faux-semblants, ce qui était à la fois mieux et plus difficile que les faux-semblants ne l'avaient été. J'ai dit à Marguerite que j'en étais venu à comprendre quelque chose à quoi j'avais résisté pendant des années, à savoir que l'amour que j'avais pour mon fils et les dommages qu'il avait aidé à causer n'étaient pas des contraires. C'était la même histoire racontée sous des angles différents. Je l'aimais, et il avait mal choisi, pas une seule fois, mais par une accumulation de petits choix qui avaient abouti à cette soirée sur le ponton. Et ces deux choses étaient vraies en même temps, et l'une n'annulait pas l'autre. Elle a dit que cela semblait juste. J'ai dit que je ne savais pas ce qui viendrait ensuite. Elle a dit qu'à 64 ans, ne pas savoir ce qui vient ensuite revenait à être libre. J'ai regardé par la fenêtre vers le lac. De la glace de février sur les bords, de l'eau libre au centre, le saule numait fier. Carole avait planté cet arbre il y a 45 ans à partir d'une bouture qu'elle avait transportée dans un bocal d'eau pendant 3 heures de route parce qu'elle pensait qu'il serait beau ici. Elle avait eu raison. C'était beau ici. Cela avait toujours été beau ici, et cela restait beau ici, et cela le serait encore longtemps après que chaque autre partie de cette histoire se serait effacée. J'ai pris mon stylo. Marguerite avait posé le dernier document sur la table devant moi, l'amendement de l'acte supprimant formellement toute réclamation contestée du registre foncier et rétablissant la fiducie dans ses termes originaux. J'ai signé mon nom en bas, mon vrai nom de ma véritable écriture, signifiant exactement ce qui était écrit. Je le lui ai rendu. Elle l'a regardé une fois, a hoché la tête et l'a placé dans sa mallette. J'ai dit, c'est fait. Elle a dit, oui. Dehors, le lac était immobile, le saule était immobile, la lumière de l'après-midi était ce blanc plat particulier de l'hiver sur l'eau, et quelque part sous la glace, les mêmes poissons faisaient ce que les poissons font en février. Cette même vie lente et déterminée continuant sans se soucier de ce que les gens à la surface s'étaient fait les uns aux autres. J'avais construit des choses faites pour durer. Je n'avais pas toujours construit les bonnes choses, mais la maison au bord de ce lac était toujours debout. Le saule était toujours enraciné dans la terre choisie par Carole, et la bourse qui portait son nom enverrait ses premiers étudiants sur le terrain l'automne prochain. Cette histoire nous rappelle avec force que l'héritage n'est pas seulement une question d'argent ou de biens matériels, mais surtout une question de respect et de promesses tenues envers ceux qui nous ont quittés. Le personnage d'Édouard incarne cette résilience tranquille de l'homme qui, toute sa vie, a construit pour l'éternité et refuse de voir ses valeurs s'effondrer sous la pression de la cupidité moderne. La trahison de son fils, influencé par une épouse manipulatrice, souligne la fragilité des liens familiaux lorsque l'intérêt personnel prend le dessus sur la loyauté. Cependant, la fin montre une magnifique transformation, transformer une expérience amère de trahison en un projet altruiste et durable avec la création de cette fondation paysagère. C'est une leçon de dignité. On voit que la justice finit par triompher non pas par la colère, mais par la rigueur et la prévoyance. Et vous, chers spectateurs, que feriez-vous à la place d'Édouard face à une telle trahison de la part de votre propre enfant? Pensez-vous qu'un tel lien puisse un jour être véritablement réparé après une tentative de spoliation aussi calculée?